Voilà à quoi pourrait ressembler un paradis pour animaux. Du grand air, des prés bien gras, des rochers pour que les chèvres puissent se percher et des vers à foison pour les poules. Rosette! Oscar! Nous sommes bien loin de l'élevage industriel. Dans cette ferme refuge, les animaux n'ont pas de numéro, mais des prénoms. Oscar, le porc laineux. Salut, petit père! Et Rosette, le cochon industriel, sont des animaux heureux. Tous les deux ont bien failli terminer en jambon ou en saucisson. Celui-ci, eh bien, il devait partir pour être engraissé et être abattu à l'âge de 6 mois. Donc, en fait, ça fait 4 ans et demi qu'il aurait dû déjà être mort. Toujours sur les pommes. Oui, oui, les pommes à la fin. Oui. Quand il était dans sa ferme industrielle, Rosette ne grouinait jamais de plaisir. Je pense que ça va bien. Et pour cause. Pendant les premiers mois de sa vie, ce cochon n'a vécu que sur du béton, sans jamais voir le jour. Les porcs, malgré la mauvaise image qu'ils ont en général, c'est des animaux qui sont très sensibles et c'est des animaux qui ont des capacités intellectuelles très développées. Et ce qui est considéré en système industriel comme étant le bien-être animal, c'est le bien-être minimal. Les industriels ont-ils vraiment le choix? Est-il possible de produire de la viande à bon prix, sans faire souffrir les bêtes? Les Français avalent en moyenne 86 kilos de viande chaque année. Cela représente plus d'1 milliard d'animaux abattus, 3 millions par jour. Comment être sûr que notre steak provient d'une bête qui n'a pas souffert? Bien souvent, nous ignorons tout de ces conditions d'élevage et d'abattage. Il y a les animaux dans les prés qu'on voit quand on prend le train, et puis il y a la viande. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est un grand, grand vide, un point aveugle. Ce vide a été comblé brutalement par les enquêtes chocs des militants de la cause animale. Sans leurs caméras cachées, jamais nous n'aurions imaginé que les animaux pouvaient souffrir autant. Comme dans cet abattoir, où l'employé se défoule sur les moutons. Ou encore ces élevages, où les animaux croupissent dans leurs cages, au milieu des cadavres. Tout en continuant à produire bravement ce qu'on exige d'eux, de la viande et des œufs. Notre enquête montre que les transporteurs ont eux aussi des progrès à faire en matière de bien-être animal. Certaines bêtes voyagent dans des conditions déplorables. Au-delà du choc qu'elles suscitent, ces images nous invitent à réfléchir. Que sommes-nous prêts à accepter pour satisfaire notre appétit de viande ? Aujourd'hui, la science reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. Ils sont protégés par la loi et des millions d'euros sont investis pour améliorer le bien-être animal. Avec quel résultat? Comment prend-on aujourd'hui réellement en compte la souffrance des animaux d'élevage? Quand je les vois bien dodus, là, comme ils sont, j'ai vraiment le sentiment que nos animaux sont heureux dans les conditions dans lesquelles on les met. La fin de la souffrance animale, c'est ce que nous promettent aujourd'hui les différentes filières. De la viande heureuse? Vraiment? C'est un bon coup qui se prépare dans cette chambre d'hôtel de Limoges. Sébastien Arsac, le fondateur de l'association de défense animale L214, s'est levé aux aurores. Aujourd'hui paraît le scandale qu'il révèle avec un grand journal national. Voilà, l'article vient d'être publié. De nouvelles vidéos choc dénoncent l'abattage de vaches gestantes à Limoges. Si c'est carrément en page d'accueil du Monde. C'est quand même énorme. C'est un employé de l'abattoir de Limoges, révolté par la mise à mort de ces vaches, qui a contacté L214. Son travail, entre autres, est de jeter ces veaux prêts à naître à la poubelle. Plusieurs dizaines chaque semaine. Des vaches abattues avec leurs petits encore dans le ventre. Le scoop fait mouche. Sur Internet, les images commencent à tourner en boucle. Ça, c'est sur LCI. Sa première reprise après Le Monde. Carrément, page d'accueil. Ça y est, ça commence à s'exciter. Et donc, on va rejoindre Mauricio. En direct. Mauricio, c'est l'employé qui a filmé clandestinement dans l'abattoir. Il va y avoir de l'agitation. Sébastien a donné rendez-vous chez lui
à une quinzaine de journalistes. Il y a tout, pas tous les âges, non, il y a assez des petits là. Mais, Cet employé de 47 ans a fini par craquer, après 6 années passées à découper des bêtes. Moi, dans ma tête, j'ai des milliers d'images et des milliers de vidéos dans ma tête. Tous les jours, moi, ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si c'est choquant, abattre des vaches enceintes n'a rien d'illégal. Près de 180 000 fœtus seraient ainsi jetés à la poubelle chaque année en France. Une routine que Mauricio n'a jamais pu vraiment accepter. Moi, la première fois, j'ai réagi. J'étais voir mon responsable. Oh, il y a un problème là. La première fois que j'ai vu un bot comme ça, c'est hallucinant. Ça, c'est pas un problème, ça. Ça, tu le balances comme ça. Les triples, les voyous, tu les balances là. Et après, et allez, dépêche-toi qu'il y a la d'autre qui arrive. Oh, allez, vas-y. Hein? Moi, j'ai halluciné, quoi. Ah, bah, alors c'est normal. Il y a un moment donné qu'on se déshumanise, quoi. Et il y a un moment donné que ça devient banal. Le déclic qui l'a poussé à révéler ces images au public, c'est la réaction de son fils de 15 ans. Je lui montre une vidéo, regarde-moi ça, Loulou. Qu'est-ce que t'en penses? Papa, mais c'est horrible. C'est où ça? Ben, c'est à l'abattoir. Vous faites ça à l'abattoir? Oui, moi. Il m'a dit, papa, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, c'était le mot qu'il m'a dit, ok, voilà, là c'est bon, là je vais, à fond. Il y a quelques années, la cause animale était le dernier souci des Français. Mais les mentalités changent. Il y a de la télé partout, là. Ils sont en train de me filmer partout. En une matinée, près de 30 000 Français ont signé une pétition contre l'abattage des vaches gestantes. Je m'attendais un peu de bruit, mais pas autant non plus. Hein. La vidéo de Mauricio a même sensibilisé les politiques. Un député européen qui saisit la Commission européenne sur la question des vaches, l'abattage des vaches gestantes. On l'a réussi. C'était l'objectif, là. Exactement. C'est l'objectif. Eh ben, faire remonter. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Excellent. Les problèmes ne sont pas finis pour l'abattoir de Limoges. Sébastien Arsac a dévoilé d'autres vidéos. Cette fois-ci, nous ne saurons pas comment il les a obtenues. Les caméras cachées montrent l'utilisation de bâtons électriques pour faire avancer les bovins. Ou plus troublant encore, des cochons qui semblent se réveiller en plein milieu de la saignée. Ou des bovins qu'il faut assommer une deuxième fois alors qu'ils ont la gorge tranchée. On est en train de faire, je crois, une démonstration que les animaux sont tués avec violence, qu'ils veulent résister, qu'ils veulent s'échapper, qu'ils veulent fuir. On voit dans des images de l'abattoir de Limoges des bovins qui essayent de sortir du tonneau. Quand on sait que les animaux sont des êtres sensibles, ont des capacités à ressentir du plaisir, la souffrance, des émotions, est-ce qu'il est juste aujourd'hui de tuer les animaux comme ça à la chaîne? Avant d'aller demander des comptes à l'abattoir de Limoges, nous aimerions mieux comprendre ces images. Y a-t-il maltraitance ou est-ce une violence ordinaire pour un abattoir? La loi oblige les professionnels à limiter au maximum les souffrances des animaux. Mais est-ce vraiment possible quand votre métier est de les tuer? À l'INRA de Clermont-Ferrand, cela fait près de 20 ans que des chercheurs travaillent sur la question du bien-être animal. Claudia Terloup et Cécile Bourguet sont les spécialistes du stress à l'abattage. Nous leur avons demandé de décrypter les vidéos de Limoges. La première concerne l'utilisation du bâton électrique. On dirait qu'il y a clairement un problème ici parce que l'opérateur doit intervenir beaucoup pour que les animaux franchissent ce stade-là. Et c'est quasiment systématique. Plus ils subissent d'interventions par les opérateurs et plus ils sont stressés. Les salariés ne cherchent pas à faire du mal aux bêtes, mais les équipements ne les aident pas, comme ce box d'étourdissement mal adapté. Et là, c'est un animal très énervé, donc l'opérateur, il fait vraiment correctement son travail dans des conditions qui ne sont pas simples. Le piège est un peu grand. C'est pour ça que les animaux bougent beaucoup. Donc ça oblige l'opérateur aussi de les suivre beaucoup. Conséquence, parfois il rate son coup et doit recommencer. La bête est-elle vraiment étourdie? Certaines images sont troublantes. La simple présence de pédalage
n'indique pas forcément que l'animal est conscient. Mais si c'est des pédalages très prononcés, effectivement, il faut se poser la question, il faut aller vérifier. C'est pas si facile que ça d'évaluer si les animaux sont conscients ou inconscients. Il y a plusieurs indicateurs qui existent, il faut les combiner. Les situations qu'on voit, c'est des situations qu'on va rencontrer partout. Après, si ça se passe comme ça sur chaque animal, c'est problématique. Mais si ça se passe comme ça pour un animal sur, je sais pas moi, 50 ou 100, ça dépend des situations, c'est pas problématique. En clair, un animal qui souffre de temps en temps, c'est tolérable. Claudia et Cécile nous emmènent dans leur abattoir expérimental pour nous montrer comment s'y prendre pour étourdir correctement un animal. Donc ici se trouve le piège où on met les bovins pour les étourdir. Pour provoquer l'inconscience, l'opérateur utilise un pistolet d'assommage, appelé aussi matador. On met une charge là, et après on percute sur la tête de l'animal, sur le crâne. On appuie sur la détente ici. Là. Ce qui fait sortir ce piston. Là, il est démonté. C'est le même appareil, sauf que là, ce piston qui va aller perforer le crâne et aller percuter le cerveau de l'animal. Le crâne perforé, l'animal perd conscience. Si c'est bien fait, le bovin ne se réveille pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de notion de stress, de peur ou de douleur. Et vous ne devinerez jamais. On doit cette technique à une grande star du cinéma. C'est Brigitte Bardot qui, pour la première fois, a parlé de cette arme à la télévision en 1962. Nous avons, vous comprenez, un système qui est très facile, c'est ce pistolet, car il existe déjà, je vous dis, en Angleterre et au Danemark. Ils ne se servent que ça. Ils mangent bien de la viande, bon, ils sont comme nous, et au lieu de tuer les animaux comme nous les tuons en France, ils les tuent avec un pistolet. Dans les années 60, on égorgeait encore les bêtes directement. La star s'est battue pour soulager leur agonie et imposer l'étourdissement obligatoire en 1964. Encore faut-il savoir maîtriser la technique. Ici, contrairement à Limoges, l'équipement de contention permet à l'opérateur d'être très précis dans son geste. Donc l'animal est bloqué ici, la tête en l'air. Et on percute le crâne de l'animal d'en haut, comme ça, entre les yeux et les cornes, en plein milieu. Pour les porcs ou les moutons, il existe d'autres méthodes d'étourdissement. La plus pratiquée est l'électronarcose, réalisée avec cette pince. C'est un courant électrique qui est diffusé dans le pince Cécile. C'est comme un pistolet. Et au moment où on applique sur le crâne de l'animal, ça lui lance une décharge électrique. Mais cette méthode présente un inconvénient. L'étourdissement est réversible. Donc l'animal, ensuite, se réveille. Et donc, il faut intervenir rapidement. Il faut saigner le mouton en 15 secondes, voire moins. À l'abattoir de Limoges, la pince électrique est appliquée automatiquement sur les cochons, grâce à ces 2 électrodes au bout du tapis roulant. Moins de 15 secondes plus tard, il est saigné, mais il bouge encore beaucoup, et l'opérateur est obligé de l'électrocuter une seconde fois. Ça montre qu'il y a eu un problème avec le premier étourdissement, parce que normalement, ça peut arriver, mais ça doit être assez rare. Est-ce qu'effectivement, il pense que l'animal se réveille? Ou est-ce que c'est pour éviter qu'il bouge? Oui, on peut les voir pédaler, bouger, après il a saigné. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'effectivement, il revient très fréquemment. Oui, mais c'est quand même pas classique, cette façon de faire. 3 semaines après la diffusion de ces images, nous sommes retournés à Limoges. L'abattoir a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous montrer qu'il n'a rien à se reprocher. Le directeur de production, Didier Bappel, 33 ans de métier, ne comprend pas pourquoi son établissement est à ce point montré du doigt. Depuis que je travaille en abattoir, j'ai toujours fait attention et de faire en sorte que les animaux ne souffrent pas. Ces quelques images sur 6 mois, c'est regrettable. C'est pas volontaire. Ça, c'est sûr, c'est pas volontaire. Mais quand on manipule des animaux vivants, le risque zéro, il n'existe pas. Il arrive toujours à un moment donné où il va y avoir la petite erreur. Avec 83 salariés, le site est considéré comme le plus gros abattoir municipal de France. Chaque année, il traite près de 25 000 tonnes de viande, plusieurs centaines de bovins, ovins et cochons par jour,
qui passe en moins de 40 minutes de vie à trépas pour finir à l'état de carcasse. Ça, c'est pas mal. Quand c'est persillé, les petits points blancs que vous avez, c'est ce qui va apporter la tendreté et le goût. C'est la race limousine. Ça, c'est votre fierté? Oui, bon ça. Extra. Pas question de dégoûter les amateurs de viande avec des images violentes. Nous ne pourrons pas filmer la mise à mort des animaux. Voici le poste d'abattage des cochons qui pose problème. Nous aimerions savoir pourquoi les animaux bougent encore après la saignée et pourquoi ils sont électrocutés 2 fois de suite. Ces images choquent toujours, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'animal n'est pas mort, alors que c'est faux. En bougeant comme ça, ben, il peut tomber à même le sol, il peut blesser un opérateur. C'est pour ça qu'il fait plus de la prévention en remettant un coup de pince qu'autre chose. Ne serait-ce pas plutôt l'étourdissement automatique qui fonctionne mal? Lorsque l'on a été contrôlé, il n'y a pas eu de non-conformité majeure qui ont été relevées. Et pourtant, un rapport des services vétérinaires réalisé en avril 2016 signale bien un problème. Les paramètres d'intensité des pinces à électronarcose ne sont pas affichés, malgré les demandes du service vétérinaire interne. En clair, l'opérateur n'a pas de compteur pour vérifier si le courant est assez fort pour assommer les cochons. Une faute qualifiée de mineure qui n'amène aucune sanction. Un scandale pour Sébastien Arsac. L'inspecteur a regardé l'abattage de 11 cochons différents. Et il a vu que pour 10 cochons, il a fallu les réétourdir. Donc ça, un inspecteur vétérinaire qui voit ça, normalement, il devrait intervenir. Le niveau d'exigence des services vétérinaires n'est pas du tout à niveau par rapport à la réglementation, quoi. Deux vétérinaires travaillent en permanence à l'abattoir de Limoges pour contrôler entre autres le bien-être animal. Nous demandons à les rencontrer. J'ai France 5 là, est-ce que vous avez accepté de leur parler? Vous voulez leur parler? D'accord. Merci. Interdit. Pourquoi? Je sais pas. On a dû leur passer l'information. Il aurait fallu soit demander à la préfecture ou demander à la direction départementale des services vétérinaires. Ça fait 2 mois que j'ai fait la demande au ministère. Et vous n'avez pas eu de retour? Non. Je pense que c'est normal. Les services vétérinaires auraient-ils peur que nous pointions certaines lacunes? Pour Mauricio, c'est évident. Les contrôles, quel contrôle? Ces messieurs ou dames qui viennent contrôler, ils vont rester avec vous, quoi, 10 minutes, un quart d'heure? Ils vont regarder que vous faites 2 ou 3 carcasses? Pourquoi ils ne sont pas là à 5 heures du matin depuis le début? Et ils restent à chaque poste une bonne demi-heure, une bonne heure. Hein? Et le contrôle, pourquoi il ne dure pas 2 ou 3 jours? Là-bas, le contrôle, en 2 heures, c'est fait. Hein? Il commence à 10 heures, à midi, c'est fini. Oh, les gars, ils sont partis. Ah, OK, bon, c'est fini. Allez, on peut continuer à faire comme d'hab. En dénonçant l'abattoir, Mauricio a osé briser l'omerta. Aujourd'hui en arrêt maladie, il en paie le prix fort. Plus aucun de ses collègues ne lui adresse la parole. Que vous fassiez attaquer par l'extérieur, ça peut arriver. Extérieur, que vous fassiez trahir, c'est de la trahison par un collègue qui est à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas accepté. C'était Ludovic qui était en plus à la saignée des porcs. Donc c'est clair qu'il a été plus que touché par ce genre de choses. Et j'ai regardé les vidéos et mes gosses qui étaient derrière, j'ai vu ma fille pleurer, quoi. Alors, là, ça fait mal. J'ai expliqué pourquoi tu les repiques et tout. J'ai repique parce que il commence à bouger l'œil et tout. Alors, c'est un instinct, quoi. Je repique tout de suite. C'est d'accord. Ils ont été gentils, ils ont compris, quoi. Tu as trop bien fait ton travail. Ça a choqué les gens de électrocuter plusieurs fois, mais c'est dans le respect du bien animal. Parce qu'il y en a qui se réveillent, hein. Ils ne bougent pas pendant la saignée, et arrivent en bas, ils se relèvent et ils se barrent. Hein. Quand ça arrive sur vous, voilà, quoi. Ça remonte sur le tapis, hein, j'en ai vu. Hein. Ludo. Quoi, mais c'est vrai. Ludo, tu dis pas ça. C'est pas ça, caméra. Ludo. Le zéro faute, ça n'existe pas. C'est un abattoir. Il y a du sang. C'est pas le monde des bisounours, malheureusement. Ah mais suite aux vidéos, on a reçu des coups de téléphone, on nous a traités de nazis, on nous a comparé à un camp de concentration, c'est impressionnant. Hein. On nous a quand même comparé aux gens qui ont perpétré le massacre d'Orador-sur-Glane, quand même. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils disent. Ça vous a fait mal, ça? Je suis d'Orador-sur-Glane et j'ai perdu de la famille dans le massacre, donc un peu.
C'est sûr que si on veut avoir un steak dans l'assiette, il faut que quelqu'un passe avant pour tuer une vache. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, que tout le monde ne peut pas supporter, ça c'est sûr. Mais bon, il y a très peu de gens qui supportent pas le steak dans l'assiette non plus. En règle générale, ça se passe bien. Sauf nos amis L214 qui, eux, ne mangent que des fruits et légumes. Mais ça, c'est un choix dans la vie. Difficile de blâmer ses employés. Pour un peu plus que le SMIC, ils abattent, étripent, découpent des centaines d'animaux par jour. Il faut se lever tôt, supporter les cris, les températures extrêmes et l'odeur du sang. Toutes les semaines, l'abattoir enregistre des accidents du travail. Beaucoup abandonnent au bout de quelques jours dans cet enfer. Quand vous passez 8 heures sur une chaîne, il faut le supporter, aussi bien physiquement que moralement. Le bien animal, on en est conscient, mais il y a le bien-être humain aussi. Et il est rarement pris en compte. Mauricio en a fait les frais. Là-bas, on t'apprend à faire le boulot et à toi-même de tenir le coup ou pas, quoi. Et depuis le début, on m'a dit ferme les yeux, ferme ta gueule et bosse. Et si tu ne veux pas, dégage. Et maintenant, je suis forcé à faire ça. À me monter en public, quoi. Qui je suis, moi? Je devrais être par là. Moi, je suis un petit ouvrier, moi. Je suis un ouvrier qualifié, niveau 1, échelon 2. Qui je suis, moi, pour être là, moi? Mauricio va perdre son emploi, mais il ne regrette pas d'avoir craqué en dénonçant des pratiques qu'il ne supportait plus. Certains hommes prennent un autre chemin, perdent leur repère humain et se transforment en bourreaux, comme sur ces images. Tourné dans un autre abattoir. L'homme semble avoir perdu toute compassion. Sur la chaîne d'abattage, il torture les moutons en leur envoyant des petites décharges électriques. Devant cette attitude inacceptable révélée par les caméras, il a été renvoyé et attend son procès pour cruauté envers les animaux. Pour le directeur de l'abattoir de Limoges, les vidéos révélées par L214, même si elles pointent du doigt les abattoirs, peuvent au moins servir à faire évoluer la profession. Tout d'un coup, on prend conscience que, ah mince, on fait peut-être pas un métier comme Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Je veux dire que le métier est un petit peu spécifique, inconnu, et le regard des autres, c'est peut-être ça aussi maintenant qui a peut-être le plus touché les opérateurs, si vous voulez, sans s'en rendre compte avant, puisque avant personne n'en parlait. Il faut peut-être maintenant se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement psychologique à faire avec les opérateurs. Mais pour tout vous dire, on ne s'était pas posé la question jusque-là. Suite au scandale, la direction a décidé d'accélérer les travaux de rénovation. Elle va débloquer plus de 3 millions d'euros pour moderniser les zones d'abattage. Limoges n'est pas le seul établissement en France à connaître ces problèmes. En 2016, les services vétérinaires ont inspecté 259 abattoirs et seuls 20% étaient jugés conformes. Mais est-ce la garantie qu'il n'y a aucune souffrance animale dans ces abattoirs modèles? Pas forcément. Ça tape. Nous sommes à Perpignan, dans une petite structure qui traite 4000 tonnes de viande par an. Ici, tout a été refait à neuf en 2015. Régulièrement, Frédéric Freund demande aux abattoirs un droit de visite pour s'assurer que les bêtes sont bien traitées. Visiblement, ils avaient soif. Seuls 40% des établissements acceptent les inspections de son association. Et quelquefois, on peut visiter des abattoirs où les abreuvoirs ne sont pas en service, ou tout simplement l'eau a été coupée parce qu'on a peur que ça gèle. Et donc les animaux arrivent, ils n'ont pas à boire. Et on nous dit régulièrement, ils n'ont pas besoin de boire, ils sont bu dans l'élevage et puis on va les tuer demain matin. Non, je suis désolé, la réglementation fait que les animaux doivent avoir de l'eau à disposition. Et on voit que là ça sert, là ils boivent. Et après, on a aussi des systèmes de brumisation qui sont en haut pour les cochons. Voilà. Vincent Copin, le directeur de l'abattoir, pensait avoir tout prévu pour le bien-être des animaux. Et pourtant... Là, on a commencé l'abattage des ovins. Ici, les agneaux sont conduits en douceur au poste d'étourdissement, grâce à un tapis roulant. En bout de chaîne, l'opérateur applique la pince électrique, dont les paramètres d'intensité, contrairement à Limoges, sont clairement affichés.
Mais pour Frédéric, il reste encore un problème. Celui qui arrive en bout de restreiner, là, il a complètement vu sur les congénères, préalablement étourdi, saigné et suspendu. On a certains ovins qui réagissent fortement à la vision de leur congénère. Donc, un rideau plastique, c'est 2 barres à fixer, ça coûte pas très cher. Et puis, ça permet d'améliorer aussi le bien-être, entre guillemets, de l'animal au moment de la phase d'abattage. On voit, hein, c'est bien le premier à chaque fois qui gueule. Ah ouais. Bah Les oui. autres, ils Bah non, disent ils rien, voient pas derrière, parce qu'ils ne voient pas. Ouais. L'abattoir installera prochainement ce rideau. Frédéric est attaché à ces petits détails qui peuvent augmenter le stress des animaux, comme le bruit d'une porte. Là, ça claque bien quand même. Il faudrait mettre un caoutchouc. Ouais. Donc, des caoutchoucs, justement, on a commencé à en mettre. Et quand vous voyez ce genre de portillon, donc ici, on a le caoutchouc qui vient amortir le bruit pour que les vaches qui passent dans ce couloir ne soient pas effrayées. Mais lorsqu'on travaille avec les animaux, il est difficile d'anticiper toutes leurs réactions. Après les agneaux, ce sont les cochons qui arrivent à l'abattoir. Et ils sont un peu moins dociles. En sortant du camion, cette truie s'est affalée par terre et refuse de se relever. Peut-être un peu choqué, ça peut-être faire un peu mal en descendant. Ça n'a pas l'air d'être bien grave. Certains animaux supportent plus mal le stress que d'autres. Les salariés essayent d'aider la truie à avancer, mais sans succès. On voit qu'elle tremble là, ici. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc ça peut être un coup de stress. Et puis tout à l'heure, ça va aller mieux. Donc là, on va la laisser là, comme ça. Pendant ce temps, il faut faire avancer les autres. Et c'est la cohue. Dans les couloirs, des bouchons se forment. Le chauffeur est obligé d'intervenir, alors que normalement, les cochons devraient avancer sans peur. Frédéric essaye de comprendre ce qui les effraie. Ou alors, peut-être une zone d'ombre. On a une différence de couleur du couloir qui est assez sombre et assez éclairé. Donc c'est peut-être ça qui, à un moment, les fait hésiter à avancer. Ici, les salariés gèrent avec patience ces contretemps. Mais selon Frédéric, dans les gros abattoirs qui gèrent plus de 40 000 tonnes de viande, soit 10 fois plus qu'à Perpignan, ce n'est pas la même histoire. Ouais. On imagine un abattoir où il y a des bétaillères qui arrivent toutes les 5 minutes. Je ne suis pas certain que les opérateurs passent autant de temps à faire avancer un lot de cochons. Les pratiques doivent être un petit peu plus musclées, je pense. Pour l'industrie, des animaux qui n'avancent pas rapidement, c'est une perte de temps, donc une perte d'argent. Les machines les plus folles ont été inventées pour accélérer les cadences, comme cet aspirateur à poules qui avale 10 000 volailles à l'heure. Ou encore cette matraque électrique, très utilisée, qui envoie des décharges de près de 6 000 volts pour faire avancer les vaches. Comment mettre fin à tout ça ? En France, un laboratoire étudie de près les comportements des animaux, leur peur, leur stress, afin qu'ils avancent de leur plein gré dans les couloirs des abattoirs. À l'INRA de Clermont-Ferrand, Claudia Terloup et Cécile Bourguet, nos 2 scientifiques, tentent de mieux comprendre ce qui stresse les vaches. Donc on a fait passer. Tu peux y aller. Première étape, équiper le bovin avec un cardiofréquencemètre. On va pouvoir suivre l'évolution dans la fréquence cardiaque de l'animal au cours du test et donc savoir s'il y a des moments où son rythme cardiaque s'accélère parce qu'elle est plus stressée face à l'événement nouveau ou l'événement soudain qu'on va lui présenter tout à l'heure. Allez. Dans la pièce attenante, l'équipe a aménagé un couloir, identique à ceux qui conduisent les animaux à la mort dans les abattoirs. Les chercheuses vont simuler 2 sources de stress potentielles, la nouveauté et la soudaineté. Dans le couloir, on présente à la vache un parapluie, qui représente pour elle un objet complètement inconnu, donc de la nouveauté. Déjà, elle a peur. Le parapluie. Au bout de 30 secondes, on ouvre le parapluie, qui représente l'événement soudain comme une porte qui claque en abattoir. La vache recule et sa fréquence cardiaque augmente fortement, signe que l'animal est effrayé.
Les 2 chercheuses ont déjà réalisé ce test sur des taurillons auparavant. 80% ont refusé d'avancer face au parapluie. Les autres ont mis plus de 50 secondes à sortir du couloir. C'est bien trop long pour les industriels. Et ce n'est pas la seule conséquence. Le stress modifie aussi la qualité de la viande. Donc, on va passer à la cuisson. Oui, très bien. Quelques semaines après le test du parapluie, les vaches sont abattues pour être consommées. Une partie de leur viande est prélevée pour analyse et cuite à 55 degrés à cœur. Une cuisson saignante qu'on retrouve chez soi à la maison. La chair est ensuite placée dans cette machine qui simule la force qu'il faut à une mâchoire pour la couper, donc la tendreté. Les premiers résultats sont étonnants. Des taurillons qui sont plus réactifs à la nouveauté, donc on a mesuré en leur présentant un parapluie fermé, sont aussi ceux qui ont une moindre tendreté. Le stress durcit donc la viande. Et dans les cas extrêmes, il peut même provoquer des effets visibles à l'œil nu. Exemple avec cette côte de porc. Ce morceau-là représente un morceau de viande d'un porc dans une situation normale d'abattage. Ce morceau de viande-là représente un porc qui a été stressé juste au moment de l'abattage. Donc c'est une viande qui est très claire, qui est dure à la cuisson, qui perd son eau dans sa barquette. Et un autre cas de figure, c'est cette viande très sombre. C'est un animal qui a été stressé, par exemple, pendant le transport ou l'attente dans l'abattoir. Cette viande très sombre, c'est donc le résultat d'un stress important pendant le transport. La plupart des supermarchés refusent de la vendre. Les industriels devraient donc y faire particulièrement attention. Pourtant, le transport, c'est l'autre mouton noir de la filière viande. Chaque année en Europe, 1 milliard de volailles et 37 millions de vaches, moutons et cochons voyagent à bord de camions. Parfois, dans des conditions catastrophiques. Certains n'arrivent jamais au bout du voyage. Nous sommes aux frontières de la communauté européenne. Depuis 6 ans, la Turquie importe de plus en plus d'animaux vivants pour satisfaire une demande de viande en hausse. En 2015, la France a envoyé près de 80 000 bovins et quelques milliers d'ovins vers ce pays. Au poste frontière de Capitulé, des centaines de camions attendent sur les parkings la validation de leurs papiers. Ces vaches ont déjà 3 jours de voyage dans les pattes. Leslie Moffat, c'est un peu l'ange gardien des animaux du poste frontière. Tous les 3 mois, elle passe contrôler les bétaillères européennes. Leslie vérifie si les animaux ne sont pas trop serrés et surtout s'ils sont en état de voyager. La loi européenne impose que les bêtes soient nourries, abreuvées et que leur litière soit changée régulièrement. Ça bouge beaucoup, mais ça a l'air bon. Il y a aussi des cloisons qui sont complètement solides jusqu'au plancher, alors il n'y a pas des risques de coincer en dessous. En France comme en Turquie, les contrôles officiels sont rares. C'est pour cette raison que Leslie a créé son association, qu'elle finance exclusivement avec des dons. Ce jour-là, les camions viennent surtout d'Europe de l'Est. Hi. Are you the driver? Where are your animals from? Germany or? Czech. Oh, okay. So they're from Czech Republic, background. Alors là, on voit que les abreuveurs ont été allumés. La jaunisse est en train d'abreuver. Ça, c'est les abreuveurs automatiques à bord du camion. C'est des jaunisses enceintes, mieux traitées que des taureaux qui vont aller vers l'abattoir parce qu'elles ne sont pas encore la viande. Leslie est assistée de Berker, un vétérinaire bénévole turc. S'ils découvrent un problème, ils n'ont aucun pouvoir de sanction. Par contre, ils dénoncent le transporteur au service vétérinaire de son pays. Une pression pour les chauffeurs, qui ne sont pas toujours responsables des mauvais traitements. Everything okay? No. No? Oh, no. 3 days you've been waiting? Why?
don't know. The Turkish man didn't pay the Import. It's always the problem, eh? They try to make a deal with import and they wait. Quand l'attente s'éternise, les chauffeurs sont tenus de décharger les bêtes dans des enclos afin qu'elles puissent se reposer une journée entière. Une obligation dès que le transport dépasse 29 heures. Mais ici, difficile de respecter la loi. Des fois, on est là, il y a 40 bétaillères qui attendent. Il y a juste 3 petits endroits pour décharger 3 camions. Et les autres animaux, ils sont obligés de rester à bord. Et s'il fait très chaud, 40-45 degrés, là, les problèmes commencent très, très graves. L'été dernier, Leslie avait pu rapporter ces images de vaches hébétées, sonnées par la chaleur. Dans les camions, la température atteignait parfois les 48 degrés. Les bovins qui peuvent boire jusqu'à 70 litres d'eau par jour n'avaient pas assez d'eau pour s'abreuver. Ils font ça lorsqu'ils sont très déshydratés, ils souhaitent de boire quelque chose. Plusieurs animaux sont morts de soif. L'odeur est pestilentielle, d'autant plus que certains chauffeurs ne changent même pas la paille souillée par les déjections. Ces animaux-là, ils avaient tellement faim qu'ils ont mangé leur propre litière. Leslie a été particulièrement marquée par l'histoire de cette vache, transportée au-delà de 8 mois de grossesse alors que c'est interdit. Elle a commencé à accoucher dans le camion. Cette vache, elle avait de la difficulté à mettre bas. En fait, le veau, il était mort. On a appelé un vétérinaire privé pour faire une césarienne. Il lui a coupé, sorti le veau mort, mais après, l'importateur est venu et il souhaitait de retransporter, de recharger cette vache, même avec le ventre complètement ouvert, vers un abattoir pour récupérer l'argent de la viande. On dit qu'on est des humains civilisés et on traite des animaux comme des esclaves, comme des patates, juste pour gagner de l'argent. Quand il le faut, Leslie mène l'enquête. Ce jour-là, l'équipe s'intéresse aux activités d'une compagnie turque qui vient tout juste de s'implanter à la frontière. C'est une compagnie qui souhaite importer 40 000 bovins depuis l'Union européenne cette année. Pour accueillir les animaux, l'entreprise a fait construire une grande étable. A priori, une bonne nouvelle. Is it much bigger than what you saw last night? All new. Tous les deux veulent la visiter pour voir si elle est aux normes. Afin d'éviter tout problème, ils nous demandent de filmer discrètement. Mais le refus est catégorique. Interdiction de voir l'étable sans une autorisation écrite. But can I not have the numéro de chef, patron? No number, finish number. Come on, guys. Cette entreprise aurait-elle quelque chose à cacher? Discrètement, l'équipe passe derrière les locaux et tombe sur ce qu'elle redoutait. Des bétaillères hors d'âge. Alors celle-là, c'est très sale dedans. Ils n'ont pas nettoyé encore. Allô, merhaba. Çok güzel kamyon. Les chauffeurs ne se méfient pas et la laissent prendre des photos. Dans la benne, pas de sol antidérapant, ni même d'abreuvoir. C'est que du bois, le plancher. Il n'y a pas des endroits pour les attacher. Il n'y a pas de cloison. And they really load animals in this? Oh, geez. Les chauffeurs confirment qu'ils peuvent faire des centaines de kilomètres avec ces bétaillères. Imaginons, il met 10 bovins à bord. Si le gars il est obligé de freiner très fort, il y a tous les taureaux qui se bougent. Et s'il y a un qui tombe, ce qu'on voit souvent pendant le transport, tous les autres vont piétiner dessus. Alors pour la longue distance, c'est pas acceptable. On est loin des standards européens là. Oui, très loin. Et en fait, les animaux européens devraient être transportés dans des conditions européennes, des normes européennes pendant tout le trajet. Pas jusqu'à la frontière Europe-Asie, mais même jusqu'à la destination. Reste à prouver que ces vieux camions servent bien à transporter des animaux européens. Leslie décide de chercher une planque pour observer les livraisons de bovins. Il est midi, aucun camion ne se présente. So we should come back at around 7 or 7:30 tonight. So let's do 7. À la nuit tombée, l'activité à l'étable est devenue frénétique. De nombreux hommes circulent, des acheteurs ou des chauffeurs turcs. Leslie tient sa preuve. Elle filme le va-et-vient des camions européens.
they've dropped all the European animals off. Then the trucks go back. They say, okay, we brought the animals just to Capicula, so not too far. Une fois déchargées, les bêtes ne sont plus protégées par la loi européenne. Elles sont rechargées directement dans les vieilles bétaillères, sans bénéficier du repos de 24 heures réglementaire. Mais lorsqu'ils arrivent en Turquie, ils peuvent continuer encore 26, 30 heures, 40 heures même. Mais c'est comme ça, le commerce. Ils cherchent toujours le moyen, c'est comme les serpents, ils cherchent toujours les moyens à pouvoir encore gagner de l'argent sans vraiment respecter la législation. Leslie enverra son rapport d'enquête à la Commission européenne. Elle aimerait qu'une loi interdise l'exportation d'animaux vivants, que les bêtes soient abattues dans leur pays d'origine pour être livrées en carcasse. Mais en attendant, rien ne bouge. Malheureusement, ça fait déjà 6 ans qu'on travaille à la frontière et chaque année, on voit les mêmes choses. Ça se peut qu'ils donnent des amendes, ça se peut, mais je pense que les amendes ne sont pas assez dissuasives. Ils sont probablement pas chers. En France, je sais qu'une amende est 90 € si on transporte un animal inapte au transport. C'est rien, c'est pas dissuasif de tout. Est-ce qu'il suffirait d'augmenter les amendes des transporteurs pour régler tous ces problèmes? Romain Bardi livre souvent en Turquie. Patron d'une entreprise de transport, il est aujourd'hui confronté à la concurrence croissante des compagnies d'Europe de l'Est qui sous-payent leurs chauffeurs. 1 500 € pour un Bulgare contre 2 500 pour un Français. Aujourd'hui, pour 6 €, vous avez des chauffeurs des pays de l'Est qui, au lieu de donner à boire aux animaux, préfèrent acheter 6 bières. Donc l'Europe, elle a du bien, mais elle apporte aussi son lot de misère, et qui fait qu'aujourd'hui, on a vu se développer des compagnies un petit peu low cost du transport. Voilà. Le problème, c'est que ces sociétés gagnent du terrain, y compris en France. Romain est parfois obligé de s'aligner pour ne pas perdre ses clients, quitte à faire quelques petites entorses au règlement sur le bien-être animal. Vous avez carrément des chargeurs qui vous disent « Voilà, aujourd'hui, j'ai un transport à faire, voilà mes conditions, tu le fais ou tu le fais pas. T'es gentil, mais tes concurrents le font, t'as qu'à le faire aussi, et puis c'est tout. » Exemple l'été dernier. Il reçoit une note alertant sur des températures extrêmes en Turquie. Romain Bardi prévient les services vétérinaires français et demande à son client de charger moins d'animaux pour qu'il puisse mieux respirer. Le client ne voulait pas, évidemment, puisque lui, moins de bêtes, c'est moins d'argent, moins de rentabilité, mais les services vétérinaires ont appuyé la demande du client, et pas la nôtre. Pourquoi cette autorité, au départ, n'est-elle pas sanctionnée? Et ça n'arrive jamais. Vous prenez une amende le long de la route, le PV, il va s'arrêter au transporteur. Il ne remontera jamais aux gens qui vous ont donné l'autorisation de le faire. C'est ça qui est aberrant. Allez, petit! Allez! Hey, hey! Selon Romain Bardi, les clients et les services vétérinaires seraient donc aussi responsables des problèmes. Malgré nos nombreuses demandes d'interview, les services vétérinaires n'ont jamais répondu à nos mails. Nous avons voulu savoir si le transport était contrôlé dans les marchés aux bestiaux. Au hasard, nous avons choisi le foirail de Cholet. Ici, toutes les semaines, entre 200 et 300 négociants, éleveurs ou non, vendent et achètent près de 1000 bovins. De grosses sommes sont en jeu, alors quand on vient mettre le nez dans leurs affaires, ça ne plaît pas forcément. Philippe Nogues va en faire les frais. Ce député tente de durcir la loi sur le transport des animaux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quand il arrive pour visiter le marché, le ton est donné. Vous n'avez accès par contre qu'à la halle centrale. Oui, d'accord. Soit vous obtempérez, soit en fait vous ne pénétrez pas sur le foirail. On n'a pas besoin d'avoir qui que ce soit qui vienne nous mettre des règles. Parce qu'on est suffisamment responsable et amoureux de nos animaux, parce que si on élève des animaux, c'est qu'on les aime. Seule l'allée centrale nous est autorisée, soi-disant pour des questions de sécurité. Vous pouvez les mettre sur la paille, déjà bien. Oui, pour la régulation thermique. Voilà. Quand Léopoldine, de l'association CIWF, pose le problème du transport des vaches enceintes, la réponse est plutôt surprenante. Une femme, lorsqu'elle est enceinte à 6 mois, elle n'a pas le droit de travailler. Allez interdire une femme à 6-7 mois Non, mais on en voit rarement les femmes à l'abattoir, donc c'est pas... Mais non, mais bon, voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas que l'abattage pour le transport des vaches. Vient ensuite l'épineux problème de savoir où vont les bêtes une fois vendues. La plupart restent dans la région, mais les autres.
Vous savez, dans un élevage, on a 200, 200, 300 animaux. On ne va pas savoir où vont chaque animal pour savoir s'il y en a un qui part à l'export, un qui va chez le voisin, un... Ça peut être important. L'important, c'est au niveau de notre élevage. Dès qu'il sort de notre élevage, c'est au transporteur ou au marchand de faire son travail et de faire le bien-être. Et après, au niveau de l'export. Si j'étais éleveur, j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper bien de mon animal. Ça m'intéresse de savoir effectivement où il va, s'il va en proximité ou s'il va en grand export. Moi, je vous arrête. Les conditions à l'arrivée, ce sont pas les mêmes qu'à... Oui, mais moi, je vous arrête. Nous ne sommes pas comme ça dans l'élevage. Je travaille tout le temps avec mon marchand, le même depuis 20 ans. Je sais comment il travaille, j'ai entièrement confiance dans ce qu'il fait. Et il fait de grands exports? Non, pas forcément. Mais de toute façon, j'ai confiance en lui. S'il en fait, il le fera dans les bonnes conditions. Vos interrogations à vous, nous, on les a pas parce qu'on a confiance dans le système. Philippe Noguès, lui, n'a pas trop confiance. On va aller faire un tour, viens avec moi. Il insiste pour sortir de l'allée centrale et aller voir les chargements. Contrairement à ce que nous disent les éleveurs, certains transports dépassent largement les frontières de la région. 31. 31, c'est la Haute-Garonne, je crois, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous regardez? Je regardais la plaque d'immatriculation, c'est Toulouse. Donc c'est pour ça que je me dis que pour du local, avec un camion qui est équipé de ventilation, je me pose des questions. Il y a quand même une forte densité. Bon, là, là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et sur 2 étages, parce que regarde, on voit les têtes là-haut. Ils partent, non? Il n'y a pas de... Enfin, ils peuvent pas être stables, là. C'est pas possible. À l'arrêt, ils tiennent pas debout. Et comment ils peuvent arriver en bon état? Le député se pose des questions sur les conditions de transport de ces vaches. Mais aucun vétérinaire n'est présent pour lui répondre. Il y a des inspecteurs qui viennent ici de temps en temps voir les chargements? Des inspecteurs de qui, de quoi? Des inspecteurs vétérinaires de l'administration, du département. On est en relation avec eux. Mais ils viennent pas ici pour faire des inspections. Ah non, rien que si on a un problème, on l'appelle, ils viennent. Mais moi, à ma connaissance, moi, j'en ai jamais vu. On sait qu'il y a peu de contrôle, hein. Je pourrais vous dire. Non, mais... Ça confirme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Un camion peut rouler aujourd'hui en surcharge. Avec un danger pour le code de la route, danger pour le chauffeur, danger pour les animaux à l'intérieur. Donc il y a un vrai problème au niveau du transport de ce point de vue-là. Philippe Noguès vient de déposer une proposition de loi pour limiter à 8 heures le transport des mammifères et jusqu'à 12 heures sur avis d'un vétérinaire. Plus l'enquête avance, plus nous sentons que malgré certains efforts, il y a quand même un sérieux problème avec la manière dont on traite les animaux destinés à être mangés. Manquerait-on de compassion ? On peut se poser sérieusement la question quand on voit ces images. Ça vous donne faim, vous, ces poules toutes déplumées? Avec leurs œufs pleins de poux et les petits vers pour accompagner. Les poussins mâles, on les broie parce qu'ils ne peuvent pas pondre. J'espère bien qu'ils ne finiront pas en nuggets. Et ces poulets, croulant sous le poids de leurs cuisses bien grasses, génétiquement modifiées pour grossir en 40 jours. Ça vous tente? Mais le plus appétissant, ce sont peut-être ces lapins, couverts de crevasses. Nous, ça nous coupe l'envie de manger un civet, de voir leurs pattes blessées à force de tenir sur un grillage. Pour eux, l'enfer a commencé, bien avant l'abattoir. Quand vous montrez des images d'un lapin dans une cage, on va dire « Ah oui, c'est terrible ces conditions-là », mais sauf que quand la caméra s'en va et qu'on arrête de voir les images, là en ce moment, même où on parle, il y a des millions d'animaux dans des cages en France. C'est-à-dire qu'eux, ils y restent. Pour les militants de la cause animale, cibler les abattoirs et le transport est un moyen de réveiller les consciences. Mais leur vrai combat, c'est l'élevage. Place Saint-Michel à Paris, au milieu des touristes, L214 prépare un happening, plutôt macabre. On va attendre un peu. Non, on va les emmener comme ça, quelqu'un prendra les deux. C'est comme ça aussi qu'ils sont dans les congélateurs des bacs d'équarrissage. Ces porcelets congelés viennent des poubelles des fermes, mort-nés ou trop faibles pour survivre aux conditions d'élevage intensif. Avant d'arriver à l'abattoir, les animaux restent pendant des semaines, des mois, parfois des années, derrière les murs des élevages, sans voir le jour,
Les cochons, par exemple, ceux qu'on voit ici, leurs mères sont même privées de mouvement. Elles n'ont pour seul horizon que le mur, l'obscurité et la solitude. Actuellement, plus de 80% des animaux en France sont élevés de manière intensive, entassés par centaines dans des structures confinées. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. 95% des élevages de cochons en France, c'est sur du caillebotis. C'est des plaques de plastique ou de béton, sans litière. Il y a juste l'alimentation. On coupe les queues pour éviter qu'ils se blessent les uns les autres parce qu'il n'y a rien à faire dans ces cages. On leur lime les dents pour pas qu'ils abîment les tétines de leur mère qui sont, elles, dans des cages de gestation. On castre les cochons aussi. Donc, il y a énormément de mutilations. Et ça c'est vraiment choquant aussi. Les éleveurs seraient-ils devenus des tortionnaires pour le compte du dieu rentabilité? En Bretagne, après quelques hésitations, Nicole et André Sergent ont accepté de répondre à ces critiques. Allez, hop, c'est parti! Tous les deux produisent environ 9500 porcs par an. Là, c'est le repos du guerrier, là. Voilà. Ils ont plein le ventre, ils sont heureux, ils attendent le prochain casse-croûte. Les truies qui allaitent ces bienheureux sont bloquées dans des cages. Impossible pour elles de se retourner ou de se dégourdir les jambes. Elles sont privées de liberté, mais pour une bonne raison. La mère, si elle reste en liberté, pourrait assez facilement écraser ces petits. Et donc, pour nous, c'est quand même pas très intéressant, quoi. On a trouvé des solutions techniques, finalement, pour pouvoir mettre la mère dans des conditions quand même respectables. Elle se lève, elle se couche, elle a à boire, elle a à manger, et elle a ses petits autour. Des conditions respectables. Pour André, cela veut dire une température idéale, un air filtré et des rations alimentaires calculées par ordinateur. Un environnement qui lui permet de réduire au maximum la mortalité. Donc en fait, ils sont des cochons. Nous lui montrons les images de la manifestation. Non, mais demain, celui-là, il peut mourir. On s'en occupe très très bien pour en avoir le moins possible. Voilà, parce que c'est pas notre intérêt. J'ai la conscience tranquille, moi, en tant qu'éleveur, de la façon dont j'élève mes animaux, avec respect, avec soin, avec amour. Quand on lui parle de pratiques contestées dans les élevages, comme la castration, André nous rétorque que c'est pour s'adapter au goût des consommateurs. Là, on voit bien, le petit, il a été castré. Il faut savoir que quand le petit cochon il va accroître, vers 100 kilos, il y a des hormones mâles qui peuvent donner un goût à la viande. Et c'est par rapport à ça, on a conseillé aux éleveurs, vous devez les castrer, sinon vos cochons ne sont pas bons. Le limage des dents ou l'amputation de la queue, par contre, c'est pour le bien-être animal. Quand ils sont élevés dans des espaces collectifs, entre eux, ils jouent. Le cochon, il est joueur. Et il peut mordre la queue de son voisin, et s'il goûte au sang, il va aller jusqu'à la mort de son copain, quoi. Et c'est pour ça que nous, on a trouvé ces techniques-là pour justement éviter ça. Toutes ces pratiques sont autorisées par la loi. Depuis 2008, une directive impose quand même des règles minimales de bien-être pour les porcs. Allez, cocotte, on y va. Aujourd'hui, par exemple, il est interdit de laisser les mères toute leur vie enfermées dans des cages. Pendant leur grossesse, elles ont droit à un peu de liberté. André et Nicole ont décidé de les mettre sur la paille, contrairement à 95% des éleveurs qui les laissent en liberté, mais sur du béton. Pour le couple, c'est une petite révolution. Il y a 15 ans, jamais on n'aurait imaginé avoir ça, parce que ça n'existait pas, quoi. Moi, je ne peux pas marcher arrière, mais j'aime bien mes trucs comme ça. Par contre, ça, c'est la liberté, donc on se bataille aussi, hein, voilà. C'est la cour de récréation, voilà. Et pourtant, voilà, et on est pourtant content et on sait la finalité. Voilà. Le bonheur, voilà, ce sont des animaux d'élevage. Moi, c'est pas le cochon que je vais mettre sur mon canapé. Non, le bien-être, c'est que l'animal soit bien, mais dans des techniques rentables. Alors, évidemment, on pourrait mettre tout le monde en liberté. Le coût serait autre. Est-ce que le consommateur serait prêt à payer la différence? On voit bien qu'ils ne sont pas toujours prêts. Hein. Un porc en liberté, c'est un porc qui se dépense, donc qui mange 2 fois plus. Sans compter la main-d'œuvre supplémentaire pour changer la paille toutes les semaines. Le modèle le plus rentable, c'est donc des petits enclos et du béton. Les porcs y passent 6 mois de leur vie avant d'être abattus.
Pour André, c'est plus facile à nettoyer. Là, on a ce qu'on appelle un sol ajouré. Et donc, les excréments en fait, des animaux vont passer sous donc, ces caliboutis et vont être évacués vers l'extérieur. Et l'animal restera sur un sol qui reste propre. Et pourtant, normalement, dans ce box, il devrait aussi y avoir de la paille ou bien de la sueur. C'est obligatoire depuis 2008. Seulement voilà, les éleveurs jouent avec le texte. Les porcs doivent avoir accès à des matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation comme la paille, le foin, la sciure. Malgré les apparences, André respecte la loi scrupuleusement. Il a ajouté un ballon, c'est-à-dire un objet manipulable. L'idée du ballon, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Les éleveurs appellent cela enrichissement du milieu. Alors on se gave comme ça de mots, enrichissement du milieu. Si les gens imaginaient ce que c'est que l'enrichissement du milieu, hein, je veux dire, ils voient l'élevage, regarde là, le milieu a été enrichi. Hein, quoi je vois toujours du béton, il n'y a rien. C'est juste aberrant, quoi. On se fout de la gueule du monde, quoi. Pourtant, il y en a qui y croient dur comme fer. Nous vous emmenons un peu plus loin en Bretagne, au royaume du jouet pour cochons. Valérie Courboulet est la responsable bien-être de la filière porcine. C'est son travail qui a permis d'interpréter la loi. Je fais des objets pour les porcs. La chaîne, ça marche bien. Valérie a une variante avec des morceaux de bois ou des tuyaux en plastique. Elle cherche ce qui suscite le plus d'intérêt pour les cochons, en dehors de la paille. Grâce à ces objets de récup, elle a fait économiser des millions d'euros aux éleveurs de porcs. Sans elle, ils auraient dû changer tout leur système d'élevage. On ne peut pas utiliser des choses comme de la paille ou de la sciure ou des choses comme ça parce que ça va tomber tout de suite sous les caillebotis, ce qui pose des problèmes d'une part parce que l'animal n'y a plus accès et après, au niveau de la vidange du lisier, on a des problèmes parce que ça ne sort pas en fait, par les tuyaux. C'est-à-dire que ça boucherait toute la tuyauterie. Mais pourquoi se compliquer autant la vie ? Ne serait-il pas plus simple de remettre les animaux en liberté, dans leur milieu naturel ? Est-il utopique d'imaginer des cochons vraiment heureux, et cela jusqu'à la dernière minute ? Dans l'Hérault, cet homme a peut-être trouvé la solution. D'abord, il leur laisse faire une grasse mat. Le matin, on ouvre doucement et on les laisse le temps de se réveiller, quoi. Ne jamais leur procurer de stress. Xavier Tonabel, 31 ans, boucher de formation, bichonne ses cochons. Ça les amuse en général, la paille. Ils s'amusent avec, ils trifouillent dedans, ils se font leur petit nid, souvent ils se collent. Ils sont vraiment en contact. Même si ces bêtes sont destinées à la boucherie, Xavier veut leur offrir la meilleure vie possible. Bon, vous êtes calme là? La papouille, hein. Ça fait plaisir de les voir comme ça, elles sont là. Elles n'ont pas peur, elles sont en confiance. Il y a un partage, ils sont bien, moi je suis bien aussi, et ça me rend heureux. Il y a pourtant une étape que Xavier ne peut pas maîtriser, celle de la mise à mort. Comme tous les éleveurs, il est obligé de passer par un abattoir. Quand on amène une bête à l'abattoir, malheureusement, après toute cette relation qu'on a eue, la laisser dans un schéma comme ça, là, ça fait mal au cœur. Parce que, voilà, on ne peut pas y donner une mordine. Xavier aimerait épargner à ses bêtes le stress lié au transport et à l'abattage. Aujourd'hui, exceptionnellement, il va pouvoir le faire. Une fois par an, les éleveurs ont droit d'abattre eux-mêmes une bête, mais seulement pour leur consommation personnelle. Allez, c'est là, on y va. Dans son enclos, la truie est calme. Pour elle, c'est un jour comme un autre. Allez, ma fille. Xavier utilise son fusil comme un matador d'abattoir. Avec la balle, il n'y a aucune souffrance en fait. C'est instantané, c'est... voilà. Là.
va commencer à mettre l'eau chaude et à gratter tous les poils, de manière à enlever le plus gros. Et après, on finira avec le chalumeau. Ces gestes, l'éleveur les a appris avec son père et les anciens du village. Autrefois, la mort des animaux faisait partie du quotidien dans les campagnes. Ce n'était ni caché, ni tabou. Il faut sensibiliser les enfants à ça, et les parents aussi, parce que si on ne le transmet pas, demain, qui c'est qui va le faire? Qui c'est qui saura tout ça? C'est pas en regardant la télé ou Internet toute la journée qu'on va apprendre tout ça. Parce que c'est les bases de la vie, tout simplement. Si on veut manger de la viande, ben, il faut à un moment ou un autre se poser la question comment elle en est arrivée là, la viande. Mais cette viande, Xavier ne peut pas la vendre sans l'autorisation d'un vétérinaire. Sans quoi il risque 6 mois de prison et 15 000 € d'amende. Des personnes comme Jocelyne Porcher, sociologue, prônent la légalisation de l'abattage à la ferme. Ces personnes-là ont un souci moral de respect des animaux des consommateurs. C'est pas eux qui doivent risquer la prison. Donc c'est vraiment le but de notre action, c'est ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un abattoir mobile, c'est-à-dire un camion qui sert à faire l'abattage et la découpe, et qui va, oui, de ferme en ferme. L'année dernière, Jocelyne Porcher a plaidé cette idée devant les députés de l'Assemblée nationale. Mais en janvier dernier, le couperet est tombé. Pas question de généraliser cette pratique. D'autres personnalités les en ont dissuadés, comme Florence Burga, philosophe spécialiste de la question animale. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle dans les abattoirs alors que nous avons des unités fermées où les vétérinaires pourraient se rendre. Si demain, ça se passe à la ferme, alors là, on est certain qu'il n'y aura plus aucun contrôle. Le fait d'abattre à la ferme n'est pas la garantie de l'absence de souffrance inutile, comme on dit, au moment de la mise à mort des animaux. On a faim, on a faim, on a faim. Je ne sais pas si vous l'aimez bien cuit, normalement, hein, même rosé, ça passe. Hein. Pour les plus radicaux, la fin de la souffrance animale passe par un arrêt total de la consommation de viande. Mais ont-ils vraiment réfléchi aux conséquences? Si on ne mange plus de viande, il n'y a plus d'animaux d'élevage, c'est ça. Et il n'y a plus d'animaux d'élevage, et derrière, il n'y a plus d'animaux du tout, d'ailleurs. Il faut soutenir les éleveurs qui font des produits de qualité. Manger de la bonne viande, d'accord. Mais comment reconnaître si cette belle côte de bœuf provient d'une bête maltraitée ou d'un animal heureux? De la viande. C'est de la viande. T'as vu? A-t-on les moyens de faire la différence lorsque l'on fait nos courses? Dans l'est de la France, à Thionville, ce supermarché a autorisé une animation plutôt inhabituelle. On est une association de protection des animaux d'élevage et on tient un stand aujourd'hui pour informer les gens sur les conditions de vie des animaux. Aujourd'hui, il propose aux consommateurs d'apprendre à décrypter les étiquettes. Il y a des appellations qui vous permettent d'avoir des indications sur le mode d'élevage. Ça, je ne connais pas. Alors, sur le poulet et la dinde, c'est un peu pareil. On sait qu'elle a été élevée en plein air si c'est fermier label rouge biologique. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux labels sont trompeurs. On voit volaille française, l'appellation aussi bleu, blanc, cœur. Le problème, c'est qu'il n'y a rien, en tout cas sur l'emballage, qui indique que le poulet est sorti. Donc sans doute, ce poulet est un poulet élevé intensivement dans des hangars. C'est bien, c'est bien. De plus en plus, on le mange moins. C'est vrai. La consommation de viande est en baisse depuis 15 ans. Les producteurs usent d'indications rassurantes pour nous inciter à acheter. Mais un jambon bien élevé ne signifie pas forcément que les cochons ont été en plein air. Voici un petit jeu pour vous aider à lire entre les lignes. En lisant l'étiquette, est-ce que ça proviendrait plutôt d'élevage intensif ou d'élevage alternatif? Il faudrait qu'ils s'engager. Là, j'ai un doute. Ouais. Ça peut paraître trompeur parce que de plus en plus aujourd'hui, on retrouve le portrait d'un éleveur qui inspire confiance. Oui. Ça, c'est du marketing, on peut dire. Exactement. Bon, alors, label rouge, je pense quand même qu'au niveau de la qualité, il n'y a pas de problème. Sur la volaille, c'est bien. Sur le porc, il n'y a aucune considération en termes de bien-être animal. On voit le mot label rouge, on aurait tendance à dire c'est bien, mais on n'a aucune garantie sur la condition de vie des animaux. C'est pas clair. Non, c'est pas clair. On n'est pas plus informé. Disons qu'il faut regarder les cahiers des charges et c'est très contraignant pour le consommateur. C'est pour ça qu'on préfère un étiquetage beaucoup plus simple sur le modèle des œufs. Les œufs,
c'est finalement le seul produit qui bénéficie d'un étiquetage clair. Depuis 2005, les producteurs ont obligation d'indiquer le mode d'élevage directement sur les coquilles. C'est le tout premier chiffre qui est inscrit sur l'œuf qui indique le mode d'élevage. Si le numéro commence par un 0 ou un 1, ça veut dire que la poule a été élevée en plein air. 2, c'est au sol, c'est-à-dire dans des grands hangars, et en 3, c'est l'élevage en cage. Donc nous, on préconise évidemment le 0 ou le 1. Le code 3, cela veut dire des poules entassées dans des cages qui ne voient jamais la lumière. Aujourd'hui, 90% des Français qui connaissent ce marquage réclament des œufs éthiques. Et pour une fois, le consommateur a fini par avoir gain de cause. Monoprix ne vend plus aujourd'hui d'œufs de batterie. Intermarché, Carrefour, Système U et d'autres se sont engagés à le faire d'ici 2025. Une petite révolution est en marche, imposant aux éleveurs une modification en profondeur de leur mode d'élevage. Qu'en serait-il si les labels concernant la viande étaient plus clairs ? Je crois qu'il faudrait que le consommateur essaye d'exiger beaucoup plus dans l'étiquetage pour permettre de faire un choix. Et bien sûr, chaque consommateur se replie dans l'idée que son action, si elle est isolée, ne changera rien. Mais en réalité, s'il refusait d'acheter un certain nombre de choses, alors c'est lui qui fera évoluer les pratiques. Aujourd'hui, nous pouvons regarder les animaux en face et décider de la manière d'exercer notre pouvoir. Continuer comme si de rien n'était, consommer moins de viande ou arrêter complètement. À chacun de faire son choix, en conscience.